Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller découvrir un parc en hommage à l'empereur Napoléon Ier. Je suis accompagné d'Alexis, juste derrière moi, qui va me faire, pas une visite, mais qui va me raconter toute l'histoire de ce parc, les petites anecdotes et puis de l'histoire de l'empereur également. On va aller découvrir un lieu insolite qui se trouve à quelques kilomètres au sud de Dijon, donc qui est pas très loin de chez nous, mais que je ne connaissais pas du tout avant. On va aller voir à quoi ça ressemble. Petite précision, dans le parc, il y a un musée, qui est le musée Noiseau, le nom du propriétaire en fait. Du propriétaire, du mec qui l'a créé. Cet hommage à Napoléon. Le problème c'est qu'aujourd'hui il est fermé, il est ouvert que 2 jours dans la semaine. Ouais, je crois que c'est les vendredis et les samedis et uniquement 3-4 mois dans l'année. Malheureusement aujourd'hui ça sera fermé, on ne pourra pas y aller. Ouais, rien n'empêche de revenir un autre jour pour aller visiter l'intérieur du musée. Sachant qu'il y a des trucs intéressants, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des trucs intéressants à voir à l'intérieur, que j'ai jamais vu d'ailleurs. Et ben peut-être qu'on reviendra faire une vidéo ici. En attendant, on va aller découvrir le parc. Il y a plein de choses à aller découvrir, notamment ce que je vois sur le panneau devant moi, des statues, des bustes, des fontaines et également un fameux escalier à 100 marches. Voilà. Tout ça est en hommage à Napoléon. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des pins. Bah, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais on est entouré de pins corses qui sont en hommage à Napoléon, qui était natif de la Corse. Ah, oui. Et donc il y a un peu plus de 5 hectares, et les 5 hectares sont recouverts de pins corses, donc ça représente beaucoup. Et c'est Monsieur Noiseau, donc le propriétaire, qui avait entrepris tout ça. On va vous raconter l'histoire donc de ce parc, de ce Monsieur Noiseau, de Napoléon. On va aller découvrir ce parc, c'est parti. C'est vrai qu'on se croirait pas du tout en Côte d'Or. Hein. Non, vraiment pas. C'est vrai que là, juste au-dessus, on a pas mal de pins corses. C'est totalement une autre ambiance de ce qu'on connaît d'habitude en Bourgogne. Et c'est difficile à croire, mais genre à 200 mètres, il y a les vignes. Il y a vraiment toutes les vignes de Nuits-Saint-Georges. Et là, on est dans un parc typiquement corse. Enfin, c'est pas du tout corse, mais avec des pins corses qui viennent vraiment de Corse du coup. Oui, c'est ça. Climatiquement, ça n'a vraiment rien à voir avec les vignes. Il y a ah oui, ça n'a rien à voir. De dichotomie, et c'est vrai que c'est très joli à voir. Ce genre de choses en Bourgogne, c'est vraiment inédit, quoi. C'est très joli comme pain, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Là, tu retrouves les fameuses campagnes d'Italie, campagnes d'Égypte, campagnes de Russie. Ça représente quoi ça? Sur le parc Noiseau. Donc ça a été fait plus tard, c'est pas Claude Noiseau qui avait entrepris ça. Vous avez 3 randonnées, la plus courte qui est ils ont appelé ça la campagne d'Égypte. Donc pareil en référence aux campagnes de Napoléon, qui fait à peu près 15 minutes. On fait un petit tour du parc. Non, c'est la campagne d'Italie la première, je me suis trompé. Ensuite c'est la campagne d'Égypte qui fait un peu plus de 30 minutes. Et puis la plus grosse c'est la campagne de Russie qui fait 1h30 de randonnée. On fait tout le tour et on commence du coup par le fort Napoléon, le musée Noiseau. Puis on retourne aux fameuses 100 marches qu'on verra peut-être tout à l'heure, que j'ai jamais vu. Donc ça va être une découverte aussi pour moi. Donc nous aujourd'hui on va faire la campagne de Russie. C'est ça. Voilà. Et ces noms n'ont pas été choisis par hasard j'imagine. Est-ce que la campagne de Russie était plus longue que celle d'Italie? Bah oui. Parce que forcément, c'est un peu plus loin. Pour de partir de Russie à Paris, ouais, voilà. D'ailleurs Napoléon, ça participe à l'ombre autour du personnage. C'est un peu là qu'il y a pas mal de gens, avec le regard actuel, voient Napoléon comme un monstre. Il me semble qu'il y avait un peu moins d'1 million d'hommes qui étaient sous sa charge pour aller jusqu'en Russie. C'était la plus grosse armée du monde. C'est-à-dire que l'armée la plus puissante, c'était l'armée française. On appelait ça la Grande Armée. Et il se trouve qu'ils sont allés jusqu'en Russie, et ils sont revenus qu'avec environ 20 000 hommes. Donc, je sais pas si tu imagines un peu le nombre de décès qu'il y a eu à l'époque. Il y a des gens qui se sont perdus en route, oui. Pour aller jusqu'en Russie, déjà il y a le froid. Donc souvent on dit que mais n'a pas réussi à envahir la Russie, parce que c'est vraiment un objectif militaire qui est infranchissable. Tu m'en voudras pas, mais sinon il sera bipé. Parce que YouTube n'aime pas du tout cette personne. Non, pas de souci. C'est très dommage, mais bon, en gros, vous pouvez comprendre qui a essayé de prendre la Russie dans les années 40, enfin 30. Enfin, bref. C'est bien parce que ça parle d'histoire. Oui, mais ça. YouTube, non, ils veulent pas. Non, okay, j'y ai pas pensé du tout. Mais non, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, en Russie, déjà, il fait très froid. Et il faut savoir que les Russes, ils ont la fameuse stratégie des terres brûlées. C'est-à-dire que généralement, quand une armée va dans un village, que ce soit n'importe où, que ce soit l'armée française ou qui que ce soit, eh bien, pour se nourrir, elle pillait ces villages, ou du moins elle les occupait. Et les Russes avaient pris de l'avance en brûlant les villages. C'est violent quand même, s'ils brûlent les visages. Non, mais ils brûlaient les villages dans lesquels l'armée française avait potentiellement entrepris de passer, afin qu'ils se retrouvent sans vivre. Mais du coup, forcément, ils détruisaient pas mal de patrimoine, des choses comme ça. Mais ils préféraient ça plutôt que se faire envahir. Et Napoléon s'est fait avoir comme ça. Et d'ailleurs, en arrivant à Moscou, qui était quand même la plus grande ville de Russie, ils ont brûlé Moscou. Les Russes ont été capables de brûler Moscou afin de ne pas se faire envahir par la France, quoi. Un peu comme l'autre petit moustachu qui a voulu détruire Paris
C'est ça. Lorsqu'elle a failli, lorsqu'elle a été reprise. Exactement. C'est terrible ça. Et donc ouais, il y a eu des choses comme ça dans l'histoire. Et Napoléon, effectivement, il s'est cassé la gueule en partie sur la Russie. Ça a participé à sa défaite, on l'imagine, parce qu'il a perdu une bonne partie de ses troupes. Et peut-être de confiance, on ne sait pas. Non, ça c'est le musée Noiseau du coup. Alors, c'est le musée Noiseau. Ça représente une partie de son premier exil. Donc tout est très symbolique sur ce parc. Si tu vois bien les murailles qui sont donc devant la maison, qui représentent les murailles qu'entoure l'île d'Elbe, donc où il était exilé au départ. Puis Napoléon, pas Noiseau. J'ai dit Noiseau ? Non mais je sais plus, mais je précise. Quoi. Et en tout cas oui, Napoléon, voilà, quand il fait exiler la première fois à Delbe, Delbe est entouré de murailles, de contreforts, de cette manière. Donc ça c'est une version miniature. Et pareil, la maison du dessus, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, donc elle porte évidemment un nom italien, parce que Delbe est une île italienne, représente la demeure dans laquelle il était à l'époque sur l'île, enfermé. C'est cette maison mais en miniature. En gros, donc tout ça c'est une miniaturisation de l'exil, le premier exil de Napoléon. C'est vrai qu'il y a un petit côté méditerranéen. Ouais. Donc dans ce musée, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais pu y accéder, Cody non plus. Il me semble que dedans on y retrouve donc un bicorne, donc les fameux chapeaux portés par Napoléon. Donc ce qu'il y a là, ouais, exactement. Qui normalement se porte dans l'autre sens. Donc vous y trouvez un bicorne, une boîte à bijoux de Joséphine, donc la femme de Napoléon. Et on y retrouve plein d'autres choses, évidemment il y a des bustes taillés, de sortes de choses. On y retrouve aussi beaucoup d'archives de guerre de Napoléon, et puis tout un tas évidemment de vêtements de l'époque napoléonienne, des armes ou ce genre de choses. C'est vrai que ça aurait été super intéressant à voir, mais comme il disait, peut-être une prochaine fois. Oui. Mais en tout cas, à chaque fois que j'y vais, c'est fermé, malheureusement. Mais faudrait contacter le musée pour demander. En vrai, ouais. Bah oui. Sachant qu'il y a tout un tas de choses à l'intérieur qui peuvent être... c'est disponible sur internet, on pourra peut-être regarder ce qu'il y a si vraiment c'est intéressant, mais c'est riche en patrimoine. Et oui, si ça vous intéresse qu'on aille visiter l'intérieur du musée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Puis on refera une vidéo dans quelques semaines. Ok, je viens de voir une statue là-haut qui a l'air stylée. Ouais, on ira voir juste après. Ouais, pourquoi pas revenir ici dans quelques semaines, vous ressortir une suite à cette vidéo pour aller visiter l'intérieur du musée. Exactement, non en vrai ouais, ça pourrait être bien. Et oui, je crois que tu as aperçu quelque chose là-haut. Oui. D'ailleurs, on va arriver de dos à cette statue. C'est ça qui est un peu frustrant. Moi, je trouve ça dommage, mais ça a été construit comme ça dans le parc. Mais ça participe au mystère. On retrouve le musée. Non, c'est très beau, franchement. On est en train de monter les marches qui mènent à la statue de Napoléon. On a une vue sur la maison là. Très sympa comme parc. Alexis vient de me faire la remarque, regardez la taille de ce sapin. Peut-être pas se rendre compte, mais en vrai il est vraiment énorme. Bon, je pense qu'on voit à la caméra qu'il y a énormément de branches qui partent dans tous les sens et qui sont vraiment très grosses. Et si on met Alexis juste à côté... Moi, je suis très gros aussi. Ouais mais il y a moins de branches. Oui c'est vrai. Non mais regardez. Et mais là on est tout proche de Napoléon. Moi à chaque fois ça me rend... Je suis comme quand tu rentres dans une église. Je sais pas si tu sens cette sensation, t'es submergé de trop de beauté, des vitraux et tout. Mais là c'est un peu la même chose avec cette statue. Perso ça me fascine. Allons la voir alors. Là vous avez le fameux, le grand. Mais bon, c'est ce que je disais, on arrive de dos. Oui c'est vrai que c'est particulier. C'est quoi, je vais passer à gauche. Ok, moi je passe à là. Attention. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Mais oui, que fait une statue de l'empereur Napoléon Bonaparte à Fissa? C'est ouf, non? C'est vrai que je pense qu'il n'y a même pas beaucoup de Bourguignons qui connaissent cet endroit, enfin qui savent qu'il y a une statue de l'empereur là. Bah je sais pas, quand j'en parle autour de moi il me semble pas. Il y en a qui connaissent celle d'Auxonne, parce que Napoléon a fait un de ses premiers pas dans l'armée à Auxonne, donc il y a une statue à son effigie qui est beaucoup moins belle que celle-là, mais celle-ci elle est vachement reconnue, d'autant plus que, bon je vous raconterai l'histoire, mais ça a été sculpté par Jean-François Rude, il me semble, et c'est un illustre très connu, comment on appelle ça, un tailleur, enfin un sculpteur simplement, qui est très connu. Par exemple sur l'Arc de Triomphe, c'est lui qui a sculpté la Marseille. Enfin, il a fait des tas de trucs connus et c'est une de ses plus connues aussi qui a participé à sa renommée. Et d'ailleurs il y a une des répliques en plâtre qui est conservée dans un musée à Paris. Mais l'original, la plus jolie, on a l'aubaine qu'elle soit à Fissa.
coup, nous voilà face à la fameuse statue de Bonaparte, donc qu'on appelle le réveil de Napoléon ou Napoléon s'éveillant à l'immortalité. Comme vous pouvez le voir, on a Napoléon. On ne sait pas s'il se découvre ou s'il se recouvre, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Il est censé être représenté en tant que mort, mais comme on peut le voir, il a le bras tendu pour se découvrir du drap, les yeux encore fermés, donc il est encore dans le décès du moins, mais on sent qu'il se passe quelque chose, et en fait, c'est Napoléon qui prend son envol, comme l'aigle qu'il est, pour atteindre l'immortalité. Parce que l'Empire est éternel, comme tout le monde le sait. Vous pouvez voir qu'il est nappé de son... je sais plus comment on appelle les draps mortuaires, mais en gros, son drap mortuaire est censé représenter, peut-être que vous le voyez juste au-dessus, son manteau qu'il portait à la bataille de Marengo. C'était très peu de temps avant son deuxième et donc son dernier exil sur l'île de Sainte-Hélène. Donc on peut voir Napoléon en tenue impériale, il a une couronne d'osier sur lui, donc symbole encore une fois de l'Empire. À ses pieds, on voit un aigle avec l'aile brisée, l'aigle, la gueule ouverte, évidemment décédé. Donc c'est la représentation de Napoléon mort, recouvert du drap. Et au-dessus, on atteint encore une fois le réveil de Napoléon, je vais leur dire. Tout ça représenté bien sûr sur un rocher, qui est là symboliquement pour représenter son deuxième exil à Sainte-Hélène, parce que Sainte-Hélène, on l'appelle le rocher. Vous voyez aussi ces chaînes qui sont brisées, qui preuve de liberté, l'envol que prend Napoléon. Donc il se libère de ses chaînes sur cette fameuse prison qui a été Sainte-Hélène pour lui. On y retrouve son bicorne, célèbre chapeau de Napoléon, dissimulé juste dessous. Son épée aussi, on a son fourreau. Et alors je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des feuilles qui ressemblent à des feuilles de chêne, sur lesquelles on a inscrit des noms que j'ai jamais trop su regarder, je ne sais pas exactement ce que c'est. La statue, en tout et pour tout, François Rude, donc le sculpteur, nous dit qu'il a mis 4 ans en tout à la produire. 4 ans de travail pour une statue, il me semble que c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. C'est une statue qui fait à peu près 2 mètres sur 2 et 1 mètre en largeur. Sachant que donc du coup sur ces 4 ans de travail pour réaliser la statue, on a 4 mois uniquement pour le visage. François Rude, quand cette statue lui a été commandée, évidemment pour être le plus fidèle au visage de Napoléon, il s'est fourni le masque mortuaire de Napoléon. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est les masques mortuaires, je pense que tu connais. Un moulage de sa tête, quoi. Évidemment, mais quand il était mort, donc c'est assez macabre. Dans l'histoire européenne, on a beaucoup de masques mortuaires, on a Beethoven, on a même une inconnue qui est très souriante, très connue comme masque mortuaire. Et en tout cas, il s'est fixé par rapport à ce masque-là, mais alors pourquoi 4 mois rien que pour le visage? Vous avez une partie du visage, quand on le regarde comme ça, 3/4, où c'est Napoléon plus jeune. Il a le visage assez juvénile, aucun trait tiré, il paraît presque angélique de ce côté-là. Une petite guêpe qui s'installe sur Oui, j'ai vu. De ce côté-là, on a Napoléon dans la force de l'âge, on va dire Napoléon vers ses 30 ans. Et par ici, si vous regardez, le visage de Napoléon est bien plus boursouflé. Napoléon est ridé, il est proche de la fin. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, cette partie-là donne sur le nord, cette partie-là donne sur le sud. Donc là, on atteint la fin, c'est l'hiver, c'est hivernal, Napoléon est crispé, Napoléon est prêt à partir. Et donc du coup, on a 3 Napoléons en un, du moins, donc c'est pour ça qu'il a mis 4 mois pour ce visage. J'imagine que ça a dû être du travail, parce que quand on le regarde sans l'analyser, tout nous paraît pourtant cohérent. Et en fait, c'est vrai que le visage se détériore petit à petit, en faisant le tour. Pour les plus érudits, vous aurez remarqué que derrière cette statue, il y a toute une symbolique qui nous rappelle l'Antiquité, principalement l'Antiquité romaine. Déjà, comme vous le savez, j'imagine, Napoléon avait une espèce d'obsession avec l'Empire romain et toute cette période antique, que ce soit la Grèce ou la Rome, de par sa grandeur et les grandes conquêtes qu'elles ont accomplies. Et ici, vous avez plein de références à tout ça. Alors notamment l'aigle. Donc l'aigle, bon bah ça, ok, c'est l'histoire napoléonienne, mais c'est surtout l'aigle de l'Empire romain qu'on avait sur leur grands étendards. Il y a marqué Spare, je crois. Et donc ça, la position de Napoléon, qui dans certains tombeaux sous l'Empire romain, pendant cette période antique, on avait des tombeaux où les époux, notamment, étaient représentés couchés. Et donc tout ça, c'est là pour nous rappeler aussi que François Rude était aussi quelqu'un qui appréciait cette époque de classique de l'art romain, quoi, antique. On a tous ces éléments qui viennent un petit peu nous rappeler tout ça. Regarde-moi ce pain, putain, incroyable. Qu'est-ce qu'il
Deuxième monument C'est simplement du la parc. statue du sculpteur. Bon bah du coup qui a pas été sculpté par lui-même. Logique. C'était ici. Ça sera un petit peu... Macabre. Comme vous pouvez voir, il a une barbe qui se sépare en deux comme ça. Moi en tant que barbier, j'ai jamais vu ça. Je sais pas trop comment ça s'est articulé, mais c'est mystique. Peut-être qu'à l'époque c'était la mode. Je ne sais pas. C'est un très beau tableau de lui. François Rupp qui est donc le sculpteur Et le sculpteur, qui a réalisé l'œuvre qui se trouve juste derrière. qui est devenu par la suite, c'est un ami de Claude Noiseau, le propriétaire du parc. Un sculpteur d'origine dijonnaise. Il est né à Dijon. Évidemment, par la suite, il s'est installé à Paris avec la renommée qu'il avait. Et pareil, qui vouait un amour pour l'empire napoléonien sans égal, comme Monsieur Noiseau. On se rend donc maintenant dans la direction de... La tombe du La propriétaire tombe. du parc. Noiseau qui s'est fait enterrer dans son parc. Et il y a une sacrée anecdote là-dessus. Je vous ai découvert juste après. Et, Je la connais, Ouais, tu la connais déjà. Ah oui, me l'as c'est dit. vrai. Mais, oui, mais vous la connaissez pas et c'est très intéressant. ouais. C'est très original d'ailleurs. Oui, c'est original, mais c'est un petit peu. Je pense que le mec était un peu fou d'ailleurs. Oui. C'est vraiment une Bah, espèce de fascination pour l'Empire. fascination Napoléon jusqu'à dans la tombe, Ouais, jusque dans sa mort. c'est quand même probable. Je sais pas s'il y a des gens qui sont fans ou fascinés de quelque chose, mais autant que lui, je suis pas sûr. C'est vrai. Parce que vraiment là, nous sommes face à la tombe Le mec est enterré ici, quoi, ça rigole pas. de Monsieur Noiseau. Ça rigole pas. Déjà, tu peux remarquer que c'est pas écrit du tout son nom sur sa tombe. Qu'est-ce que c'est écrit? Un soldat de Napoléon Ier. Ouais. C'est fou. Le mec était tellement humble face à l'Empire qu'il a préféré pas qu'on marque son nom, mais plutôt qu'on marque un soldat de Napoléon Ier. Pour lui, c'est vraiment, il ne représentait que ça. Il vouait toute sa vie à l'Empire. La preuve avec ce qu'il nous a laissé, c'est-à-dire qu'il n'a pas tenu à ce que ce soit lui l'héros de ce parc, mais vraiment Napoléon. Le dernier souhait de Monsieur Noiseau, c'était donc d'être enterré face à son empereur, enfin du moins l'effigie qu'il avait dressée de son empereur, sabre au clair, donc son sabre de soldat, donc sabre au clair, c'est-à-dire sabre brandi, sorti de son fourreau. Et malheureusement, donc lui était persuadé qu'il allait être enterré comme ça, et quand les personnes qui étaient là pour creuser la tombe sont arrivées, je sais pas si vous avez vu, mais on est sur de la roche, qui est assez dure, et les techniques de l'époque ne permettaient pas de creuser cette roche qui était bien trop dure, assez profond, pour pouvoir l'enterrer debout, sabre au clair. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont enterré un peu plus loin. Et pas debout, mais incliné. Il n'est ni couché ni debout, mais à vrai dire, il est incliné face à son empereur pour respecter quand même son dernier souhait. Parce que oui, pour ceux qui connaissent pas la géologie, si on appelle ça comme ça, Ouais. de la région en Bourgogne, c'est vrai que les sols sont très... il y a beaucoup de cailloux en fait, il y a plus de pierres, de roches que de sable, de terre et autres. Exactement. Donc c'est très difficile de creuser dans le sol et vouloir s'enterrer debout, c'est un peu étrange déjà comme... Oui, surtout face comme à son demande. empereur, Oui, en garde à vous, quoi. Vraiment. mais du coup oui, ça n'a pas pu se faire pour lui. Voilà, malheureusement, mais je pense que... Après je pense qu'on a du coup une des seules personnes sur Terre qui est enterrée Incliné, en diagonale. c'est ça. C'est improbable. Ouais, c'est improbable, mais en tout cas, ça s'est fait. Et d'ailleurs, le mec est enterré dans son parc. Il n'est pas au milieu d'autres tombes. C'est vraiment Ouais, la ouais, seule c'est tombe vraiment... oui. sur 5 hectares aux alentours. Hein. Claude Noiseau, quand il s'est installé ici, il me semble pas qu'à la base, il avait pour projet de dédier son parc à Napoléon. Il s'était enrichi en Bourgogne en achetant pas mal de vignes. Et donc, il a réussi à se racheter ces 5 hectares. Et c'est plus tard, au retour des cendres de Napoléon, qu'il a eu cette idée de rendre hommage à son empereur. Il faut savoir aussi que Claude Noiseau a suivi Napoléon Bonaparte à son premier exil. Il l'a pas suivi pour son invasion, mais en tout cas il s'est installé sur lui, parce qu'évidemment Napoléon avait une cour là-bas, malgré qu'il soit emprisonné, on va dire, enfin en exil. Il y avait tout un tas de monde, du beau monde qui l'accompagnait, et donc Claude Noiseau qui a tenu à l'accompagner quelque temps à l'île d'Elbe. Preuve encore de son attachement à l'empereur, il était prêt à tout quitter, simplement pour l'accompagner dans cette période qui devait être assez difficile, d'autant plus qu'il a vécu, donc on le rappelle, 2 exils. Puis on parlera de grosse histoire napoléonienne plus tard. On parlera des tas de choses qu'il nous a laissées, et puis surtout du fameux retour des 100 marches. Peut-être quand on atteindra les 100 marches, enfin les 100 jours, je vous raconterai comment ça s'est passé, parce qu'il y a une anecdote qui est assez connue pour les amateurs de Napoléon.
mais assez peu connu du grand public et qui pourtant nous montre à quel point c'était un grand homme. Allons voir ces 100 marches qui représentent les 100 jours. Alors, comme je te dis, je suis jamais allé, je sais pas du tout comment ça va marcher. Comment est-ce qu'on va les trouver d'ailleurs? Parce que là, on est dans la forêt, on est perdu par exemple. C'est pas faux. Non, il me semble qu'on doit passer par là parce que je suis déjà allé dans un coin sympa et je pense que ça nous mène au centre. Ok, donc il m'emmène dans des profondeurs de la forêt. Donc si je ne reviens jamais, bah, sachez que j'étais très heureux de vous connaître. Mais bon, si cette vidéo sort, c'est que ça se finit bien. Normalement. Est-ce que c'est vraiment un chemin officiel? Oui, officiel pour les sangliers. D'accord. Ouais, on marche dessus. Pour nous, je sais pas. Non, mais moi je suis déjà passé par là plusieurs fois en tout cas. Je suis vraiment pas sûr qu'on est dans la bonne route là. Hein. Oui, bien sûr, c'est la vraie route. Tous les bons films d'horreur commencent comme ça. Oui, super. Il est où James Wan là? Sinon, on a qu'à se séparer. Ah, très bonne idée. Peut-être que je tomberai sur une cabane avec des sorcières à l'intérieur. J'ai renommé cette vidéo le projet Blair Witch. Ah, ce film C'est un nul. bon scénario en vrai. On donne commence à envie de faire un dégueuler. vlog dans un parc et ça tourne mal. Waouh. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de paysage vous? N'est-il pas C'est très beau. le joli clocher bourguignon? Avec les petites tuiles vernissées jaunes. Fun fact, l'église est courbée de l'intérieur. Parce que, je sais pas si non on le voit pas de l'extérieur, mais ils avaient, en fait, l'église de Fissin, ils avaient pas le propriétaire. Je sais pas comment ça marchait à l'époque, mais en tout cas, il se trouve qu'il y a une partie qu'ils n'ont pas pu renforcer. Vous savez, avec les colonnes qu'ils mettent des fois sur le côté des églises. Et donc, au fur et à mesure des années, l'église est complètement rafalée d'un côté et pas de l'autre. Et en gros, pour renforcer, ils ont fait le clocher, qu'on voit qu'en fait il n'est pas au centre, mais il est d'un côté. Avant, il n'y avait pas de clocher. Le clocher a été construit ici juste pour renforcer cette partie-là, parce que sinon elle allait complètement s'écrouler. Et de l'intérieur, on voit que les voûtes sont vraiment pas droites. Oh putain de merde. Eh, j'ai salopé mes godasses. C'est le meilleur plan que j'ai jamais fait. Mes chaussures. C'est vraiment une enflure. J'ai failli tomber. Salut à tous. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Si, regarde. Ça ressemble un Il y peu. a Hein. des gens là. Si, voilà, on a retrouvé un Excellent, un truc à peu près normal. à peu près normal. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça, on les voit. Ah oui. On l'a trouvé. Yes. Eh ben, il est pas très droit leur escalier. Donc on le rappelle, Claude Noiseau a volontairement creusé dans la roche, comme il expliquait tout à l'heure Cody, hein, c'est de la roche, parce que ce n'est pas des territoires boueux, c'est des territoires de roche. Ces 100 marches qui sont symboliquement liées au retour de Napoléon au pouvoir en France en 100 jours. Donc là du coup on vient presque de terminer la campagne de Russie. Donc est très loin des centaines de millions de kilomètres qu'ont dû faire l'armée napoléonienne. Centaines de millions, je suis pas certain, mais Non, mais de centaines de milliers. quelques dizaines de milliers déjà, c'est Voilà, pas mal. c'est déjà pas mal. 27 juillet 1840. Mais c'est pas la date où est mort Noiseau, mais non, il est mort plus tard Noiseau. Il l'a fait construire en 1840 peut-être. En tout cas, on a relègue l'impérial. Hein. Oui. Toujours cette symbolique. Donc symbole de l'Empire français, l'aigle et les abeilles, pour ceux qui connaissent. Du coup, on a repris le circuit un petit peu à l'envers, je pense. À cheval. Ouais, c'est beau, oui. Je vais vous raconter en partie l'histoire des 100 jours de Napoléon, en référence aux 100 marches, donc qu'on appelle aussi le retour de l'aigle. On reprend ce qu'on disait tout à l'heure, l'exil de Napoléon sur l'île d'Elbe, son premier exil, son évasion, donc c'est en 1815. Napoléon s'évade de l'île d'Elbe, arrive dans le sud de la France, et en 100 jours
reprend son dû, reprend la France. Tout a commencé en arrivant en France, des personnes le reconnaissent, bien évidemment, des gens qui rencontrent de part et là en remontant petit à petit pour retourner à la capitale, et donc des gens décident de l'accompagner. Donc il se monte, au début c'est avec seulement quelques personnes, il était accompagné déjà de 2 personnes en revenant de l'île d'Elbe, puis petit à petit évidemment il avait presque une armée autour de lui, bon c'était pas vraiment une armée mais une bonne troupe en tout cas. Le roi, donc Louis XVIII, qui à l'époque avait repris le trône une fois que Napoléon avait été destitué, a entendu ces rumeurs que Napoléon serait revenu et donc ne serait plus captif en Italie. Louis XVIII n'a pas réfléchi et immédiatement il s'est dit il faut lui envoyer l'armée, il faut qu'il le retrouve et qu'il le renferme, le capture. Napoléon continue son ascension vers Paris. Pendant ce temps, l'armée descend de Paris pour retrouver Napoléon, qui est déployé sur l'ensemble du territoire. L'armée française, face à la troupe napoléonienne, se font face et se retrouvent. Évidemment, l'armée royale est armée, les acolytes de Napoléon sont armés aussi, les deux se font face, prêts à se tirer dessus. Napoléon ordonne à ses hommes de baisser leurs armes, ce qu'ils font. L'armée royale reçoit comme ordre de tirer, personne ne tire. Et c'est véridique, ce que je suis en train de te raconter. Suite à ça, Napoléon s'avance près de son ancienne armée, ouvre son grand manteau et leur dit « Soldats, s'il y en a un qui désire tirer sur son empereur, allez-y. » Personne ne tire. Les soldats se regardent un peu tous bêtement, on n'a pas tiré sur l'empereur, qu'est-ce qui se passe? Et certains commencent à crier « Vive l'empereur !» et l'armée est redevenue napoléonienne. Et Napoléon réaccède au pouvoir avec l'armée, avec lui, qui l'a suivi dans son épopée. Et donc évidemment, Louis XVIII n'a pu que fuir le royaume. Et c'est Napoléon qui retourne à sa place d'empereur. Il avait conquis, de par sa seule force, déjà 1 million d'hommes, qu'on racontait tout à l'heure, pour aller jusqu'en Russie. Et puis il a su reconquérir l'armée qui était là pour le descendre, pour reprendre le pouvoir, quoi. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait extrêmement de persuasion et qui était prêt à emmener des centaines d'hommes. Puis la suite, vous la connaissez, voilà, les grandes batailles de Napoléon, puis son 2e exil où il finira par mourir à Sainte-Hélène. Je ne sais pas ce que toi personnellement tu penses de l'histoire napoléonienne, mais c'est vrai que ça a laissé une trace indélébile en France et dans le monde entier, quoi. T'as encore pas raconté tout ce qu'a apporté Napoléon. Oui, je pourrais raconter tout ce qu'a apporté Napoléon, mais déjà je n'ai pas tout en tête, mais je peux dire une partie que j'ai en tête, puis sinon on redira par la suite, je relirai mes notes. Mais en tout cas, premièrement, au niveau de l'architecture, on a le très connu Arc de Triomphe, qui est là grâce à Napoléon, qu'il n'a pas vu finir de son vivant. Je ne connais pas personnellement. Ouais, tu connais pas. Non, mais... c'est sur un rond-point, je crois, non? Ouais, c'est un truc pas très connu. Non, okay, personne n'y va, comme ici. Non, mais oui, du coup, l'Arc de Triomphe, un des bâtiments les plus illustres de Paris. Napoléon l'a fit construire après je sais plus quelle bataille, mais en gros en disant je veux que mes soldats rentrent chez eux sous un arc de triomphe. Donc c'est pour ça qu'ils portent ce nom. C'est leur rentrée triomphante dans leur foyer après les batailles. Et il l'a pas connu terminé effectivement. Putain les autres, mais je peux pas te les citer de tête en fait, il y en a tellement. Mais déjà on a le code civil qui a été créé par Napoléon. On a le baccalauréat, les universités, les lycées. Enfin, tout un tas de choses qui maintenant fait partie de notre quotidien, même le code civil, c'est-à-dire que le monde entier se base maintenant là-dessus, qui régit les divorces, les mariages, enfin tous ces communs d'accords entre les codes sociaux, a été écrit en partie par Napoléon. Et puis le monde entier se gère là-dessus, quoi. Donc c'est franchement incroyable. Je crois qu'il a fait le franc aussi. Mais ça je suis pas sûr, moi. Si. Enfin, puis évidemment, donc plein d'autres lieux, le parc du Luxembourg, le pont des Arts, la Banque de Paris. La Banque de Paris? Ouais, non, la Banque de France. C'est quoi en parlant de Banque de France? J'ai un truc pour toi. C'est quoi? J'ai ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, mais mec, tu m'avais pas prévenu. Mais c'est incroyable. Napoléon Ier. Mais t'as eu ça où? Je l'ai acheté sur le site de la Monnaie de Paris. Et du coup, c'est un cadeau. Oui. C'est ça l'idée. Putain, merci beaucoup. C'est très une pièce de 10 € en argent de Napoléon. Monnaie de Paris. Et putain, ça c'est collector, ça risque de prendre de la valeur. Je sais pas si tu l'as montré à la caméra ou pas? Non. Faudrait que tu fasses des plans dessus parce qu'elle est très belle. Et donc c'est de là que t'es sûr que c'est Napoléon qui a inventé le franc alors? C'est en fait, donc là c'est une pièce de 10 € de Napoléon en argent. Voilà. Et en fait donc, il y a un peu plein de choses décrites dessus. Napoléon réforme durablement l'État. Oui. Le code civil, la création des préfets dans les départements, le franc, la Banque de France,
le Conseil d'État, les lycées et autant de réalisations pour la société civile. Et les régions aussi, il a fait. Tiens, c'est cadeau. Franchement, merci beaucoup, ça fait bien. Ça donne envie de revenir. Mais, non, franchement, incroyable. Et puis ouais, il a participé aussi à ragrandir le musée du Louvre, qui à la base n'était pas un musée, mais juste un palais. Il en a fait un musée. En tout cas, merci beaucoup. Je l'afficherai en vidéo. C'est dans mon cadre derrière, je le mets des fois. Je mets des choses. Je mettrai ça, je sais pas si on le verra bien. En tout cas, putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Merci beaucoup. 200 ans, ouais, donc c'est pour le... Ils ont fait ça pour le bicentenaire, sûrement, là. La Monnaie de Paris fait beaucoup de pièces commémoratives et des pièces sont un peu en tout genre. D'accord. Et donc, dans les pièces en 10 € qu'ils ont sorties cette année, il y avait celle-ci. Super, merci beaucoup. Je me suis dit, je la garde pour l'occasion. Ouais, super. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Même si j'ai pas fouillé sur la fin sur pas mal de trucs. Non, mais en gros, on comprend que Napoléon a fait plein de choses. C'est ça. Plein de choses, et puis qui nous sont restées, quoi, surtout. Indépendamment de sa volonté, il nous a laissé tout un tas d'histoires, marqué beaucoup de gens. Puis encore 200 ans après sa mort. Napoléon, c'est aussi le plus grand général de toute l'histoire de l'humanité. C'est celui qui a gagné le plus de batailles. Même Alexandre le Grand, même Jules César. Même tout le monde, c'est le général qui a gagné le plus de batailles. Bon, on pourrait être fier de tout ça, j'imagine, ou pas, ça dépend des points de vue, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je sais pas toi, mais moi, avant de me renseigner sur Napoléon, il y a 3-4 ans, j'étais pas au courant que c'était le plus grand général de l'histoire du monde. On peut aussi rajouter quelque chose que tu n'as pas dit sur ce parc. Oui, je n'y ai pas pensé. Alors, t'es sûr qu'on l'a pas dit? Ah oui, je suis sûr qu'on l'a pas dit. Tiens, on va le garder pour la fin. Anecdote, peut-être un peu déprimante, genre note de fin, bof. Napoléon Bonaparte n'a jamais mis les pieds à Fissin. Voilà. Alors, il a mis les pieds à plein d'endroits en France, mais pas à Fissin. Il y a tout un parc qu'on vient de traverser dédié à ce grand monsieur qui en fait n'avait même peut-être pas connaissance du petit village de Fissin. Donc voilà, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. C'est drôle comme anecdote. C'est drôle. Voilà. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, perso, la petite balade m'a vraiment beaucoup plu. Toutes les explications d'Alexis, c'était très sympa. Merci d'avoir partagé toutes tes connaissances dans cette vidéo. Avec plaisir. C'était très agréable pour moi aussi, hein. J'ai beaucoup aimé. C'était une initiation à YouTube, on va dire. Si vous voulez qu'on aille voir, qu'on fasse une demande pour aller visiter l'intérieur du musée Noiseau, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir l'intérieur de ce musée ou s'il y a d'autres lieux que vous voudriez voir, sachant que c'est prévu que j'aille vous faire, que je vous présente des lieux insolites, des lieux peu connus. Très prochainement, je vais aller vous emmener découvrir un autre musée. Vous allez voir bientôt sur la chaîne. Voilà, du coup, si vous avez des idées de lieux que vous voudriez voir ou de style de vidéo que vous voudriez que je vous fasse, ou je sais pas, des histoires que vous voudriez que je vous raconte, ce genre de choses, n'importe. Dites-moi tout ça en commentaire. Laissez un gros pouce bleu sous la vidéo. Enfin, je sais pas pourquoi je dis gros, de toute façon, il change pas de taille. Bref, un pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous souhaitez la partager. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis bien sûr, n'oubliez pas d'aller jeter un œil dans la description. Mes réseaux sociaux, je vous mettrai également son Instagram et sa chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Salut.